Alors je vais reprendre le flambeau de Pascal qui remerciait l'EREMA à l'instant pour ce bel espace qui nous est offert. Et déjà en quelques heures, j'ai le cerveau en ébullition, c'est extraordinaire, j'ai déjà une grande bouffée d'oxygène et j'ai l'impression que maintenant je ne vous parlerai pas justement des choix et de l'arbitrage des décisions dans les mêmes termes que ce que j'ai préparé auparavant, notamment après avoir entendu le témoignage d'Agnès Chabert hier, qui ne parlait pas de choix, mais qui parlait de créativité. Et ce terme qu'elle a employé, moi, m'a ouvert, je veux dire, une porte, une fenêtre, par rapport à cette, à cette créativité qui est possible, ce qu'elle disait par rapport à la marche, par rapport à tous les choix que peuvent faire peut-être les patients et les accompagnants dans des maladies chroniques. À aucun moment on a pu penser hier en voyant Agnès et la lumière qui l'habite qu'elle peut être un poids pour la société. Et Jacques Touchon en parlait ce matin, les maladies neurodégénératives sont un poids. Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit plutôt une richesse plutôt qu'un poids? C'est en tout cas peut-être ça qui est important aussi, pouvoir laisser cette place, être convaincu que les patients traversent une expérience que nous ne connaissons pas, ils sont riches de cette expérience, ils se construisent avec cette expérience. Et ça m'a fait penser que quand on parle d'anticipation, on ne voit l'anticipation que par rapport à des événements négatifs, en tout cas dans le terme de dans la maladie chronique. Et que pour Agnès, si je reprends son témoignage, à aucun moment je ne peux imaginer que si la maladie vienne à évoluer, on puisse anticiper qu'elle ne soit pas de plus en plus forte et de plus en plus lumineuse. Voilà, je vais revenir à ce que j'avais préparé avant d'avoir le cerveau en ébullition grâce déjà à ces quelques heures, pour effectivement vous parler d'anticiper les décisions, arbitrer des choix libres et éclairés. Alors la chronicité d'une maladie, sa longue durée, suppose l'inscription de l'état présent dans une temporalité. Ça implique la prise en compte non seulement de l'ici et du maintenant, mais aussi de l'avant la maladie et de l'après, du futur anticipé, entre guillemets. Donc la chronicité place dans un double rapport à la fois au temps et à la maladie. Or, la maladie peut nous paralyser et ce qui est à venir nous effraie. On voit bien que dans l'annonce du diagnostic, le risque est de précipiter le sujet dans un avenir catastrophique et de lui couper par là même toute possibilité d'agir. Les représentations qui nourrissent l'effroi, la souffrance morale également, peuvent entraîner une sorte de ce que j'appellerais une paralysie psychique qui empêche toute mise en mouvement possible, toute transformation, toute élaboration pour justement se projeter dans l'avenir. Par contre, ce qui peut justifier l'annonce est justement de permettre au sujet de devenir acteur de sa maladie, de valider son savoir et de lui donner les moyens de s'inscrire dans un avenir possible et de le remettre en mouvement. Donc si l'annonce est un acte fondateur dans le parcours avec la maladie, elle n'est toutefois qu'un temps du processus d'acceptation. Et tout au cours de l'évolution, des ajustements, des réaménagements, une négociation avec soi-même sont nécessaires. Alors comment anticiper alors que vivre au jour le jour est si difficile? Anticiper, c'est-à-dire littéralement prendre avant, ou encore prévenir, devancer, faire une chose avant le temps. Anticiper, c'est prévoir, se préparer, être proactif pour essayer de diriger en sa faveur le cours des événements. Donc, c'est ne pas se laisser déborder par des situations de crise ou d'urgence. En ce sens, l'anticipation peut faire partie des processus d'adaptation. Elle permet d'envisager plus posément les étapes de la maladie qui devraient, je le mets au conditionnel, être ainsi moins angoissants. Ce doit être en tout cas l'occasion de parler, de libérer la parole
de se questionner ensemble, avec le patient et avec l'entourage, sur des sujets qui sont très souvent évités ou encore trop douloureux ou conflictuels. Donc, il ne s'agit pas de parler de la maladie, mais de parler avec le sujet de sa maladie et d'inscrire ce dialogue dans une relation qui prenne en compte la réalité de l'autre et de prendre conscience des enjeux liés à la maladie. Mais la question, c'est, est-on jamais prêt ? Anticiper demande déjà de pouvoir vivre le présent, d'accepter les changements qui sont liés à la maladie, de laisser derrière soi le temps où l'on vivait normalement, d'accepter que notre futur ne sera pas celui dont nous rêvions, de se laisser traverser par la colère, de se laisser traverser par le sentiment d'injustice, par la souffrance. L'acceptation du présent peut ouvrir au futur. Alors circonscrire le problème à la réalité d'aujourd'hui, à des aspects pratiques, peut permettre de se projeter dans des décisions qui seront probablement à prendre. Si un jour, par exemple, je ne peux plus conduire, quelles seront les solutions ? Mais l'impact d'une telle limitation fonctionnelle, on le voit bien tous les jours, est différent selon chacun. Certains vont arrêter de conduire d'eux-mêmes, d'autres s'accrochent à la conduite automobile comme si leur vie en dépendait. L'impact d'une telle limitation est différent selon la personnalité, selon sa propre histoire, selon l'environnement. Et nous n'adoptons pas toujours dans ce cas une attitude très rationnelle. La peur, la résistance au changement, la souffrance liée à la perte de l'image de soi conduit à l'irrationnel. Dans le film « Seul au monde », un homme naufragé survit en s'attachant à un objet qui devient en quelque sorte son double. Cet objet sera emporté dans une tempête. On le voit se débattre pour essayer de le rattraper, au risque de se noyer lui-même. Il ne peut survivre et remonter sur son radeau qu'en abandonnant cet objet, cette autre image de lui-même. Il ne peut survivre et traverser la tempête, revenir au monde, qu'en abandonnant ses propres peurs et résistances, qu'en se dépouillant, en quelque sorte, de cette image de lui-même qu'il perd et qui le perd. Comment aider l'autre à prendre la décision qui lui permettra de remonter sur son radeau et de laisser derrière lui ses peurs et ses résistances ? La place de l'accompagnant ou du professionnel soignant est difficile. Difficile car il s'agit de devancer les conséquences d'une évolution sans devancer le sujet lui-même, sans le priver de sa capacité de décision. Difficile car il s'agit de devancer les conséquences d'une évolution possible, probable ou certaine, en composant avec l'incertitude, et il ne faut pas priver l'autre de tout espoir. Donc pouvoir anticiper, prendre des décisions, faire des choix éclairés implique d'être informé. Mais quelle information faut-il donner ? À quel moment et comment est-elle comprise ? Dans quelle mesure l'information permet-elle un choix libre et éclairé ? Peut-on parler de liberté dans le choix ? La maladie ne laisse pas de choix. Elle impose ses contraintes. C'est avec ce non-choix qu'il faut composer. Revenons à l'exemple de la conduite automobile. Je vois une patiente atteinte de troubles cognitifs. La décision d'arrêter de conduire ne se discute pas du fait de la mise en danger, mais pour elle, il s'agit d'un autre enjeu, qui est celui de sa liberté, qui est celui de sa place dans le couple, de sa place dans la société, que la maladie entame inexorablement. Ici, si l'arbitrage est nécessaire du fait de la dangerosité, il ne faut plus conduire. Il ne doit pas occulter la dimension subjective. Un accompagnement, un dialogue est nécessaire. Arbitrer, c'est juger, c'est sanctionner. Plutôt que d'arbitrage, je préférais le terme d'accompagnement.
Et souvent, le soignant peut être placé dans une position d'arbitrage qui est délicate. Prenons l'exemple de cet autre patient hospitalisé pour des troubles cognitifs et comportementaux rendant la vie à domicile difficile. Doit-il être placé? Le terme « placé » renvoie à la passivité du sujet qui est placé tel un objet. Quel peut être le choix de ce patient? Quel peut être son choix, lui qui est si confus et privé de sa raison? A-t-on entendu ce qu'il avait à nous dire? Est-on capable d'entendre ce qu'il a à nous dire et d'être suffisamment disponible pour saisir sa parole, si confuse soit-elle? La famille, c'est là que le bât blesse. Il y a un mur qui nous sépare, dit-il à un groupe d'ergothérapie, devant une image qu'il a choisie lui-même. Là, il ouvre une porte à un travail psychothérapeutique et à un accompagnement possible autour de cette séparation qu'il pressent. Encore faut-il que nous ne laissions pas cette parole tomber dans l'oubli. Et dans quelle mesure le système de soins, avec ses procédures, laisse-t-il place aux patients enfermés dans la chronicité du soin, dans la routine, dans l'impuissance à guérir? Quelle place a-t-il vraiment dans les décisions? Quelle place a-t-on vraiment lorsqu'on est en perte d'autonomie et atteint de troubles cognitifs? Nous devons particulièrement être attentifs, en tant que soignants, au poids des décisions pour la famille, au poids de l'absence de réciprocité dans la relation avec le sujet malade. Nous devons être attentifs à rester suffisamment disponibles pour écouter la souffrance de celui qui est exclu du dialogue et des décisions, et pour accompagner cette souffrance. L'épouse de ce patient épuisé a pris pour lui la lourde et difficile décision d'une entrée en institution. Elle ne lui en a pas parlé. Une partie de l'équipe soignante soutient cette décision, une autre partie estime que des solutions permettant le retour à domicile peuvent être explorées. Prendre position pour l'un ou pour l'autre n'a pas de sens. C'est avec chacun, pas à pas, qu'il faut retrouver une position d'équilibre qui tienne compte des droits du malade, de l'inquiétude des proches et de la nécessité de clarifier notre rôle qui est non pas d'arbitrer ou de porter un jugement, mais d'accueillir la position des uns et des autres et de s'interroger ensemble, d'examiner différentes possibilités. Ainsi, une réflexion peut se remettre en mouvement au rythme de chacun, un dialogue peut se réouvrir, nous amenant parfois à reconnaître qu'il n'y a plus de choix possible et que cela fait mal. C'est cette souffrance qu'il nous faut pouvoir accompagner dans des moments de rencontre qui nous obligent aussi à nous confronter à notre propre impuissance et à notre propre fragilité. Merci de votre attention.